Esprit d'entreprise, Vincent Némon. Bonsoir à tous. Ce monde d'aujourd'hui, hyper informé, hyper communicant, ce monde d'aujourd'hui où des machines hyper performantes décident au millième de seconde des placements financiers les plus pertinents, ce monde donc serait-il plus que jamais un monde d'incertitude ? La crise que nous ne finissons pas de quitter, nos systèmes de protection sociale ou de retraite qui semblent subclaquants, les catastrophes naturelles qui paraissent se multiplier, sans parler des conflits qui explosent ou perdurent indéfiniment. Notre environnement, en définitive, est-il plus instable que jamais ? Notre futur n'est-il pas du tout prévisible ? Et l'économie et ses acteurs, on a parfois l'impression d'être plongés dans un paradoxe qui cherche notre confort à tout prix dans une mer d'incertitude. Les mers de l'incertitude, c'est le titre de l'ouvrage de Robert Branche, livre paru aux éditions du Palio cette année. Robert Branche, bonsoir. Vous êtes aujourd'hui consultant en stratégie pour de grands groupes internationaux. Oui. Merci d'être avec nous. Nous allons être rejoints dans quelques minutes, je l'espère. Ce sont les aléas du direct et des grèves aussi par Xavier Guilloux, qui lui-même est un expert de la gestion des risques et des crises au niveau international et qui intervient dans le domaine diplomatique militaire et aussi auprès de grands groupes internationaux. Il nous parlera aussi de ces questions d'incertitude, de rupture, de sortie de crise. Et puis nous appuierons sur son ouvrage paru en 2007 qui s'intitule « Quand la France réagira ». Nous l'attendons d'un instant à l'autre. Et puis Didier Tranchier, vous êtes avec nous aussi ce soir. Vincent, bonsoir. Bonsoir Didier. Alors Didier, vous êtes président du réseau de Business Angel IT Angels. Vous êtes réseau partenaire de notre émission Esprit d'entreprise. Et c'est avec vous que nous avons préparé cette émission de ce soir. Robert Branche, je me tourne vers vous pour commencer. Nous sommes donc dans un monde d'incertitude. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on est dans un monde d'incertitude plus flagrante, plus grande qu'avant ? Le premier point à bien comprendre, c'est que d'abord, on a eu un changement important venant du monde scientifique et des différents domaines depuis un peu moins d'un siècle. On a cru jusqu'à présent que l'incertitude était le témoignage d'un manque de connaissances. On a été formé à ça. On se disait finalement, au fur et à mesure du progrès, on connaîtra de mieux en mieux les choses et on aura de plus en plus de connaissances et donc de moins en moins d'incertitudes. C'est un peu le scientisme, ça. Oui, c'est ça. C'est des approches caricaturées par Laplace dans les années 1800-1900. Et à partir de 1900, on a eu un changement qui est venu de toutes les sciences successivement les unes après les autres. La relativité, la mécanique quantique, la biologie, plus récemment les neurosciences, et qui toutes mettent l'incertitude au cœur du développement. Et qui nous montre que l'incertitude n'est pas d'abord le témoin d'un déficit de savoir, mais en fait le moteur du vivant. Plus la vie avance, plus l'incertitude se développe. Je vais donner quelques exemples très rapides. Finalement, au départ, il y avait simplement la mécanique avec le développement de l'entropie, c'est-à-dire le monde évoluant, les molécules se sont complexifiées, puis est arrivé le vivant. Le vivant, c'est une interaction entre la cellule et le dehors. Sont arrivés ensuite les végétaux et les animaux. Quand on sait qu'un lion saute sur une antilope, on sait que l'antilope va partir. Mais est-ce qu'elle part à droite ? Est-ce qu'elle part à gauche ? Est-ce qu'elle va pas buter sur une pierre ? On ne sait pas. Donc on voit bien que déjà l'arrivée des animaux augmente la complexité de l'incertitude. Et nous arrivons à être humains, nous sommes censés avoir un libre arbitre et une capacité de décision. Donc, qu'allez-vous faire derrière ? Qu'allez-vous répondre à ce que je suis en train de dire ? Je ne sais pas. Donc, on a un accroissement encore de l'incertitude. Donc, on voit bien que ce développement de la vie, loin de ralentir l'incertitude, l'accélère. Et ce qui arrive dernièrement, c'est que nous avons une double connexion, une hyperconnexion de notre monde. Comment ? Nous sommes en train de passer à 12 milliards d'individus bientôt, alors que nous étions, il n'y a pas très longtemps, 2 milliards d'individus. Donc, nous sommes maintenant tous les uns à côté des autres. Il suffit de marcher dans les rues de Paris pour voir ce mélange des hommes, des races, des cultures, des religions et de tout. Et qui est un facteur premier d'incertitude. Deuxième point, nous sommes connectés par Internet et par les systèmes d'information. Donc, le moindre aléa qui se produit à un bout du monde se diffuse sur l'ensemble de la planète. Regardez ce qui s'est passé avec le nuage de cendres, un volcan qui explose en Islande dérègle le système. Un événement comme l'événement qui se passe au Pérou, tout le monde au Chili, pardon, tout le monde le regarde. À un moment, on a pensé que l'éclatement des problèmes immobiliers à Dubaï allait se propager sur l'ensemble et regardez l'effondrement du système financier. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'en fait, finalement, c'est un effet papillon, mais qui agit aussi sur le libre arbitre, la liberté des personnes. Finalement, c'est pas uniquement des conséquences en chaîne un peu mécaniques, mais c'est aussi un événement qui va se produire et qui va, parce qu'on est tous hyper connectés, influencer des comportements ou déterminer des comportements pas
qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes. Il y a d'une part le fait que par le système vivant produit de l'incertitude, et par l'hyperconnexion, ça propage cette incertitude et ça l'amplifie. Ce qui avant n'était qu'un phénomène d'incertitude locale, devient un phénomène d'incertitude globale. Xavier Guilloux, merci de nous avoir rejoints. Voilà, vous êtes là. Serrons-nous la main, puisque vous me l'attendez. Je suis content que vous soyez là. Donc, je vous ai présenté en votre absence. Et nous avons fait confiance, il n'y a pas de souci. Et voilà, l'émission a commencé sans vous. Nous avons donc entamé le sujet sur cette incertitude. Robert Branche nous expliquait finalement que c'est la génération du vivant, l'incertitude qui se multiplie. Je voulais vous interroger, vous Xavier Guilloux, en appui de votre livre, qui est paru, je le rappelle, en 2007. Pour vous, la confusion est totale? Ça dépend dans quels esprits. Je pense qu'elle est totale sur le plan médiatique. La confusion est relative dans l'esprit des gens, parce que à la fois, il y a une partie du cerveau qui est dans l'incertitude, où on sent bien qu'il se passe des choses, puis il y a une autre partie où on essaye de se rassurer, et on va sur des champs de certitude que l'on a acquis depuis des décennies, voire des siècles, et on se dit, finalement, tout va re-rentrer dans l'ordre, l'impératif catégoriel va s'exercer à un moment ou à un autre, la raison va l'emporter, et puis ce qui bouge à l'extérieur, ça va finalement à un moment ou à un autre se réguler. On parle beaucoup de régulation aujourd'hui, donc on essaye de se rassurer avec ça. Et puis, si j'observe l'état du monde et puis ce qui se passe, tout est naturel, tout est normal. Les choses qui se déroulent actuellement ne sont absolument pas surprenantes. Elles ne surprennent que les gens qui ont voulu se laisser surprendre ou qui ne veulent pas voir ou qui font du déni. Alors, il y a aussi ceux qui ne sont pas informés ou qui ne sont pas dans les champs de connaissances, etc. Mais tout ce qui se passe à l'heure actuelle sont des choses qui ont été travaillé, annoncé, prévu il y a 30 ans. Donc, je veux dire, l'émergence de la Chine, l'émergence de l'Asie, c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, aujourd'hui, il y a une espèce de vitesse de propagation ou une perception des choses qui se fait plus explicite et qui, modifie les représentations qu'on peut avoir de l'ordre des choses, voire de l'ordre du monde. Et c'est ça qui perturbe aujourd'hui. Alors, vous avez dit, Xavier Guilloux, dans ce que vous venez de nous expliquer, là, vous avez parlé de la peur face à l'incertitude. Je voudrais vous interroger tous les deux sur cette question finalement de la posture de nos contemporains face à cette incertitude, pardon. Nous sommes dans une société qui a peur, selon vous, Xavier Guilloux? D'abord, la peur de mourir. Donc, quand vous avez peur de mourir, vous avez un vieux dicton des Balkans que j'aime bien qui dit celui qui craint la mort perd la vie. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand on va jusqu'au bout du raisonnement, ça va très très loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, notre société, elle a peur du vide ambiant qui s'est établi depuis pas mal de temps, du reste. Vide de sens, un vide je dirais, de destinée. Et du fait, si vous voulez, vous avez tout un tas de vecteurs qui instrumentalisent cette peur, parce que alors je vais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, je pense que la confusion est totale sur le plan médiatique, parce que on a aujourd'hui d'expliquer aux gens exactement ce qui se passe, de faire de la pédagogie. On n'arrête pas de les stresser, de les mettre sur des niveaux d'anxiété qui font qu'à un moment ou à un autre, vous n'êtes plus capable de prendre du recul ou de discriminer ce qui, dans l'espace-temps, ce qui est de l'ordre de l'assumable, pas de l'assumable. Donc on a plutôt tendance à se retrancher dans ce domaine-là sur ce qui fait peur plutôt que sur ce qui fait vivre. L'incertitude, Robert Branche, pour vous, c'est une source d'espoir et non pas de peur. Oui, mais simplement, je vais rebondir un peu sur le mot peur, parce que je reviendrai sur l'espoir plus loin, mais il faut voir, nous sommes encore fortement des animaux, et quand on est dans la jungle, il y a une histoire qui a été racontée que j'aime bien, qui est, si vous entendez un bruit dans les feuilles, si vous pensez que c'est un tigre, et que ça n'est pas un tigre, finalement, c'est pas très grave. Si jamais vous pensez que c'est du vent, alors que c'était un tigre, vous êtes mort. Donc, nous avons été programmés pour entendre des tigres. Donc, la moindre incertitude nous fait peur. Parce que l'incertitude, nous voyons des tigres. Et nous ne sommes pas sortis de la jungle. Et comme nous avons une classe politique au sens général du mot politique, et je le propose média, qui n'a pas compris, je pense, que l'incertitude était le moteur de la vie, comme elle ne sait pas aujourd'hui construire de vrais projets sur le futur, ne montre que les peurs. Oui. Et donc, effectivement, les gens ne voient que des tigres.
Et donc, au fur et à mesure de l'incertitude qui se développe, or l'incertitude actuellement, c'est un flot. Notre vie augmente, l'incertitude augmente. Et donc, actuellement, comme il n'y a pas de projet politique au sens noble du terme, il n'y a plus que des peurs. Alors qu'effectivement, pour moi, l'incertitude, c'est d'abord de l'espoir. Parce que dans un monde sans incertitude, imaginez un seul instant que nous soyons dans un monde certain. Il n'y a plus de marge pour l'individu. Donc l'incertitude est d'abord la source de joie et d'espoir. Mais je n'entends aucun homme politique tenir ce type de discours aujourd'hui. Je n'entends que des hommes politiques qui remontent des peurs de tous bords. Pour justifier des actions à court terme aussi. Oui. Mais je pense aussi. Je pense par manque de projet, manque de vision. Manque de vision. Xavier Guillou. Manque de vision, c'est très clair. Là, par exemple, je suis atterré, moi, quand j'entends un certain nombre d'évaluations ici ou là, enfin, où on maximise en permanence, je veux dire, l'amplitude de la crise actuelle. Bon, la crise actuelle, elle est sérieuse, elle est très sérieuse. Bon, elle est de même niveau que ce qu'on a pu connaître dans les années 20, même plus significative. Mais elle ne débouche pas pour autant sur, pour l'instant, une guerre mondiale. Enfin, je veux dire, quand on écoute la plupart des apôtres de notre quotidien, là... On est au bord du gouffre. Oh non, mais on a l'impression qu'il faut tout de suite aller voir les pompes funèbres et puis passer un contrat, parce que c'est terminé, quoi. C'est le chaos. Le terme de chaos qui est utilisé en permanence. En plus, ça, il est dénaturé, parce que le chaos, au sens grec du terme, ça veut dire la recomposition de la matière. C'est la matrice. Et la matrice. Et donc, je vous rejoins. C'est-à-dire que c'est là où il y a une très grande espérance. C'est-à-dire que c'est pas parce que on passe de turbulence à quelque chose de chaotique que pour autant c'est terminé. Au contraire, ça ne fait que commencer. C'est d'ailleurs ce que vous dites, hein, Robert Branche, la vie naît du chaos. Absolument. Et vous avez des exemples de grands faits de société ou même d'entreprises au XXe siècle qui finalement, ou d'entreprises au sens large du mot, qui ont vu un développement, une croissance tout à fait inattendue et en tout cas qui était tout à fait incertaine. Didier Tranchier, vous vouliez intervenir? Oui, alors moi, juste pour expliquer ce que je fais à travers cette incertitude et ce chaos, c'est que donc moi je m'occupe d'une association de Business Angel. Les Business Angel, donc c'est un investisseur providentiel qui aide des jeunes startups. Quel est le sens à travers ça? C'est que aujourd'hui, on est effectivement dans une situation économique où des grands groupes commencent à avoir des difficultés pour faire face à ces incertitudes. Et en fait, comme le disait Robert tout à l'heure, à travers la jungle, finalement, la gazelle, c'est celle qui court le plus vite, c'est celle qui saute le plus haut. Et ce sont celles-là qui finalement le survivent le plus longtemps. Les performants, quoi. Les performants. Et donc, les startups aujourd'hui, ce sont essentiellement des jeunes qui n'ont pas peur. Ce sont des jeunes qui disent, tiens, je vois un futur. Je rentre pas dans les logiques habituelles et je vais lancer enfin ma vision du monde futur. Et les Business Angels, nous sommes là justement pour les aider à concrétiser ces rêves et concrétiser dans un environnement qui est effectivement extrêmement incertain, mais qui est donc pour le coup beaucoup plus favorable à la gazelle que, je dirais, à l'éléphant. Et ces jeunes que vous fréquentez, que vous aidez de façon très concrète en investissant dans leurs projets, ce sont des jeunes qui ne voient pas ce chaos, en tout cas qui ne vivent pas sur les mêmes réflexes que d'autres, réflexes de peur. Non, pas du tout. C'est-à-dire que... Et c'est un peu de l'inconscience aussi, non? Alors c'est une partie d'inconscience, mais c'est une partie en fait de rêve d'adolescent. On a tous été adolescents, on a tous rêvé de changer le monde, et puis à un moment on s'est trouvé confronté à la réalité. Et on se dit, bah tiens, finalement quand on vieillit, mais pourquoi finalement je n'ai pas suivi mes rêves d'adolescent? Aujourd'hui, l'entrepreneur qui est dans sa start-up, c'est la personne qui va jusqu'au bout. Et ces start-up-là, ce sont justement ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, dans l'économie actuelle, grâce à l'incertitude, ces jeunes-là ont la possibilité justement de trouver leur place et en fait construisent le monde de demain. Xavier Guillou, vous voyez vous aussi des lueurs d'espoir, des points positifs quand même dans cette confusion totale? Alors, je reviendrai un peu, avant de répondre à votre question, je reviendrai sur ce que vous venez de dire. Parce que d'abord, 80% de la planète aujourd'hui est une planète de jeunes, et qui donc n'a pas les a priori des populations qu'on vieillit, ou l'intelligence du désespoir que les anciens peuvent porter face à une évaluation de situation. Donc ça, c'est déjà un élément de, je dirais, d'espoir au niveau planétaire, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'a priori, qui voient dans ces mutations du monde plein de possibilités, etc. La deuxième chose, je suis d'accord avec vous, je pense que les jeunes seront notre réponse à la crise actuelle, et qui est une crise de sens, et qui est une crise aussi, je ne vais pas dire d'imposture, mais de posture d'une génération qui n'a pas pris le virage à temps, il y a 30 ans, et je vais utiliser des termes qui sont peut-être un peu durs, mais qui s'est vautré dans une espèce de liberticide et dans une espèce de
vision de la vie très facile autour de la spéculation, l'économie du casino, vous parlez etc. Des piteuses. Oui, je parle d'une génération qui a fait le choix de la facilité plutôt que d'investir sur l'avenir et de penser à ses enfants. Et c'est cette génération-là qui exporte du désespoir dans notre société aujourd'hui. Tous ceux que je vois qui sont qui prennent la parole à la télévision ou à la radio, etc., qui nous expliquent la difficulté du monde de demain, etc., ce sont ces gens qui sont en désespérance, en désenchantement total. Et ils exportent ça à notre jeunesse. Et ils s'étonnent après que notre jeunesse défile dans la rue en demandant de revoir l'âge des retraites et autres. Mais il faut arrêter avec ça. Enfin, on doit aujourd'hui offrir autre chose, si vous voulez, de façon à notre jeunesse, de façon à ce qu'elle puisse construire quelque chose. Robert Branche, vous partagez cet avis? Oui, je voudrais aussi élargir quelques secondes, parce qu'après on va faire une petite pause. J'ai passé une partie de l'été en Inde et quand on circule dans ces pays, on y voit de l'énergie. Ah oui. Je veux dire, donc ne laissons pas aussi intoxiquer par la vision de la France ou la vision de l'Europe. Première remarque. Deuxième point, je crois effectivement, si les lycéens se mettent dans la rue à cause des retraites, c'est parce qu'on leur propose pas de projet. Et en fait, ce que disent les lycéens quand ils sont dans la rue, ils se disent où est mon futur? Et on entend retraite. On ferait bien de leur répondre sur leur futur. C'est-à-dire que l'incertitude rime avec déprime, mais il faudrait que ça rime avec espoir. On va revenir là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. Avant de nous quitter pour une petite pause, eh bien, c'est vous qui avez fait la programmation musicale de cette première pause, Robert Branche, en nous apportant Il voyage en solitaire, mais interprété par Alain Bachung. Un petit mot sur ce choix? Je crois qu'effectivement, dans ce monde et tout ce qu'on vient de dire, je pense qu'il faut sortir des poncifs. Et quelque part, ça impose de voyager en solitaire, de sortir un peu des sentiers battus et de sortir des habitudes. C'est les propos de Gérard Manset. Et en plus, la personnalité de Bachung apporte, je pense, un peu plus à cette chanson. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Alors on se retrouve dans quelques minutes après Alain Bachung. Radio Notre-Dame. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Voilà, c'était Alain Bachung qui chantait Il voyage en solitaire. Retour dans Esprit d'entreprise, en partenariat ce soir avec IT Angels, ce réseau de business angels fondé et présidé par Didier Tranchier, qui est avec nous. Et à vos côtés, Didier, Robert Branche, consultant auprès de groupes internationaux et auteur du livre récemment paru aux éditions Erol, Les mers de l'incertitude, et Xavier Guilloux, praticien de la gestion de crise, conseil sur le plan international, lui aussi dans le domaine de la prévention des risques, du pilotage de crise et d'aide à la décision stratégique. Alors, incertitude, c'est le thème de ce soir que nous abordons avec vous, messieurs. Notre première partie d'émission nous a donné l'occasion de dresser un peu un état du monde tel que vous le voyez, entre désespoir, déprime et puis espoir et vie. On oscille un peu entre les deux. Vous êtes plutôt du côté de vie et espoir. En tout cas, vous voudriez qu'on y soit tous. Et puis, on a reconnu que finalement, on a une place à l'incertitude qui, pourquoi pas, féconde. Xavier Guilloux, il y a quelque chose qui vous est cher, vous, c'est la nécessité de rétablir le principe de responsabilité. Alors, face à l'incertitude encore, on est vraiment bien dans cette question. Ce que j'ai vu, moi, au travers des organisations, c'est depuis plusieurs décennies, progressivement, une espèce de fascination pour l'éloge de la complexité. C'est-à-dire que comme on ne voulait pas voir la réalité telle qu'elle était, on se dit, c'est complexe. Et alors, en allant sur ce champ de la complexité, on a fait venir beaucoup d'experts qui ont certifié que c'était complexe, etc. Et on a des organisations qui ont dilué la responsabilité, c'est-à-dire l'engagement par rapport à la res, se poser par rapport à la res au sens latin du terme, par rapport à la chose, et la prendre en compte, et puis la traiter, quoi. Et puis on a progressivement façonné des modes de management où, en diluant la responsabilité, on a dilué l'autorité. L'autoritas, au sens noble du terme, n'existe plus. On a une espèce de comité de direction ou de groupe de direction collégiaux où plus personne n'a envie de s'engager et vous avez une espèce de minima consensuel avec une espèce d'esprit, je veux dire, du moindre risque, de la moindre difficulté qui règne. Voilà. Ça pour justifier finalement une non-réponse face à l'incertitude? Oui, c'est-à-dire qu'on a cultivé une espèce de vision du monde où on pouvait aller vers le risque zéro progressivement, en assurant, réassurant, en réduisant les risques. Puis on se dit finalement, par rapport à tout ça, on n'a plus besoin de prendre de risques individuels. On n'a que finalement un risque collectif qu'on va mutualiser, globaliser, etc. Or, les événements que nous vivons et que nous allons vivre nous interpellent justement
sur ce problème du positionnement par rapport à la chose, par rapport à la réalité. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est les organisations qui sont tétanisées par ce qui se passe, mais qui sont en train progressivement d'essayer de retrouver le chemin d'une certaine autorité. Mais l'autorité, vous ne l'avez pas comme ça. L'autorité, vous l'avez si vous avez des gens authentiques aux commandes, si vous avez des vrais pilotes, si vous avez des gens qui ont envie d'assumer les choses. Et c'est autour de ces quelques mots qu'aujourd'hui, on a besoin de se ressaisir. Alors ça va très très loin, parce que pour ça, il faut avoir envie de prendre des risques. Pour ça, il faut avoir envie d'aller sur le champ de l'audace. Il faut aussi quelque part avoir envie d'exister, enfin comme disent les Anglais, quelque part de poser son leadership par rapport aux autres. Bon, or toutes ces choses-là, je peux vous dire, dans nos sociétés, nous les avons éliminées du scope. Nous avons fabriqué des armées de dirigeants qui sont devenus des techniciens, des gestionnaires, et qui n'ont plus envie d'aller au contact des choses et d'engager des aventures humaines et d'emmener des hommes derrière eux pour pouvoir aller sur des lignes d'horizon qu'il faut inventer progressivement, avec les gens, quoi. Est-ce que vous croyez pas quand même qu'il y a aussi une question de masse, de taille finalement, et que on est dans des systèmes mondialisés aujourd'hui hyper complexes où finalement la place de l'homme est un petit peu plus lointaine et que du coup le leadership est plus compliqué, en tout cas la légitimité de l'autorité est plus compliquée? Non, je pense qu'on a dilué la responsabilité, que ça arrange tout le monde. On s'est caché derrière l'éloge de la complexité. Il y a des choses qui sont compliquées, oui, elles sont compliquées. On peut répartir les tâches entre les uns et les autres, on peut répartir les champs de responsabilité, et quand on les répartit correctement et que on a un patron qui a une vision des choses, qui porte un projet, qui fait sens, il n'y a pas de problème, on les règle les trucs. Est-ce que, Robert Branche, est-ce que vous appelez trouver les maires possibles? Est-ce que ça rejoint ça? Oui, je pense que je vais rebondir sur son propos, parce que je pense qu'effectivement, il faut un dirigeant responsable et il faut un dirigeant qui a une vision. Alors comment on peut bâtir une vision dans le monde de l'incertitude? Et je vais prendre la métaphore suivante. Imaginez, on est sur le pont le pont Mirabeau et on regarde couler la Seine. Si vous regardez couler la Seine pour savoir où elle va, vous allez jamais trouver sa direction. Et si vous suivez la Seine, vous allez la voir tourner un coup à droite, un coup à gauche. Donc au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais cette Seine, elle sait pas où elle va. Elle va n'importe où. Pour comprendre où va la Seine, il ne faut pas regarder comment elle coule. Il faut regarder ce qui l'attire, son futur, et c'est la mer. Et donc c'est ça le paradoxe actuel du monde de l'incertitude, c'est que on ne peut pas bâtir une vision à partir du présent. On ne peut bâtir sa vision qu'à partir de points fondamentaux qui sont des attracteurs stables de l'humanité. Qu'est-ce que c'est? Eh ben ça va être des choses très basiques. Ça va être l'alimentation, ça va être l'énergie, ça va être l'amusement. Et quand on regarde les grandes entreprises actuelles, Saint-Gobain parle d'habitat, Google parle d'information, Apple parle de musique, Total parle d'énergie. Ce sont ces points forts, stables. Et effectivement, par rapport à ça, il faut des dirigeants qui aient une capacité, une stabilité et une vision suffisante pour avoir, je dirais, le culot de viser cette mer et ensuite de venir sur un présent immédiat qui va être un acte, comment je m'approche aujourd'hui un peu plus de cette mer. Mais ce qui est le grand danger, c'est ces visions à des horizons intermédiaires. Est-ce que la difficulté aussi, c'est de faire partager cette vision, parce que quand on est une entreprise et qu'on voit la mer, il faut aussi le faire comprendre aux investisseurs, aux actionnaires, aux salariés, aux clients, aux fournisseurs. C'est pas forcément possible, tout simplement. Je pense qu'il y a un bon exemple à regarder, c'est les conférences de Steve Jobs. Quand Steve Jobs présente l'iPod, c'est diffusé, on peut le trouver sur YouTube très facilement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous visons la musique. Pourquoi la musique? Parce que les hommes ont toujours aimé la musique. Et pourquoi Apple? Because we love music. Et ensuite, il vient sur des choses très concrètes. Et c'est un discours qui a emporté tout le monde. Et regardez comment il structure. Je veux dire, si mon propos, effectivement, souvent on me dit, mais votre propos, il est éthéré, il est contradictoire avec la création de valeur. Je dis, mais Apple, il a pas créé de valeur. Il est un peu conceptuel, quoi. On pourrait se dire, c'est un propos de polytechnicien. Mais quand vous regardez le mode de fonctionnement d'Apple et le mode de communication d'Apple, il est exactement là-dessus. Il est sur un discours très conceptuel sur le long terme. Il parle de mer et de fondamentaux. Et ensuite, il vient immédiatement sur des choses très concrètes aujourd'hui. Mais il cherche pas à dire des choses
quantifié sur voilà le chiffre d'affaires que je vais faire à 3 ans, à 5 ans, qui sont des horizons qui n'ont plus de sens. Il fait rêver un petit peu, enfin il fait rêver. En tout cas, il donne une vision qui à partager, qui a une petite part de rêve aussi. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu presque un peu d'émotion aussi dans cette vision. J'aime le mot émotion, j'aime pas le mot rêve, parce que je pense qu'il faut faire attention, parce que derrière le mot rêve, on peut dire ça peut être irréaliste. Non mais il faut raconter une histoire et pas dire des histoires. C'est ça. C'est l'ambiguïté du storytelling quand on le traduit en français. Oui au storytelling quand c'est raconter une histoire, mais raconter une histoire qui est du coup cohérente, mais c'est pas raconter des histoires. C'est ça. Didier Tranchier. Voilà, alors moi juste en complément par rapport au quotidien que je vis, c'est d'abord les startups. Le côté leadership, le côté vision, elle est quand même essentiellement basée sur les personnalités. On a des rêves, ce sont souvent ces jeunes qui ont des rêves, qui ont des personnalités, et d'ailleurs le côté intéressant, c'est pour l'instant on a parlé du système actuel, et on ne sait pas ce que c'est que la personnalité. On a parlé de formation, on a parlé finalement de gestion. Globalement aujourd'hui dans le monde des startups, c'est avant tout des personnalités qui vont en plus construire peut-être pas exactement la même vision que Robert, mais construire ensemble justement un projet d'entreprise. Cet projet d'entreprise, il se rapproche beaucoup finalement de cette vision du futur et cette vision du monde. Et c'est finalement cette partie-là que nous accompagnons avec tous ces aléas du jour au lendemain. Mais en fait, la continuité, c'est d'une part ce groupe de personnes qui partagent cette vision et ces personnalités qui sont souvent complémentaires. Et une part d'audace quand même, qui d'ailleurs peut-être vous bouscule aussi, vous un peu investisseur que vous êtes, vous vous dites parfois mais ces jeunes, est-ce qu'ils sont bien réalistes? Ça vous arrive pas de... Non. Alors en fait, nous de notre côté, de mon côté en tout cas, il n'y a rien de quelque part de mieux que de dire tiens finalement, puis la dernière fois on a complètement changé nos plans. Finalement, on va pas les faire, on va pas faire ça. Vous n'êtes pas très vieux encore aussi, peut-être. C'est pour ça Didier aussi. Non. Alors, non. Je pense qu'au contraire, enfin, disons qu'évidemment, si ce sont des gens qui sont complètement dans j'ai changé d'idée depuis la dernière fois, ça va pas. Par contre, quand on est dans la construction, quand finalement il y a des éléments nouveaux, on s'aperçoit que au contraire, il y a une rapidité avec laquelle il faut réagir, il faut construire. Et cette construction, elle est à la fois basée sur le groupe et effectivement souvent avec les investisseurs qui vont pouvoir donner un contrepoint par rapport cette vision des entrepreneurs. Xavier Guillou. Alors moi, je vais rebondir sur les deux propos. Le premier, je l'illustrerai par cette phrase de Saint-Exupéry qui dit si tu veux tracer un sillon droit, fixe ton regard sur les étoiles. Voilà. Donc je crois qu'on a besoin de prendre de la hauteur de vue. On a besoin de mettre de la profondeur de champ dans notre vision des choses aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de cette profondeur de vue. La deuxième chose, c'est je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des dirigeants qui sont authentiques. Et qu'on arrête de fabriquer des dirigeants qui soient standardisés autour de quelques critères que nos écoles de commerce ou nos écoles d'ingénieurs ou voire nos agences de notation produisent pour rentrer dans un espèce de confort intellectuel. Je pense qu'il faut des gens authentiques. Des gens authentiques sont des gens qui n'auront pas forcément les qualités ou qui auront peut-être des défauts, mais ce seront des gens qui, quelque part, iront jusqu'au bout de leurs convictions et emmèneront avec eux, je dirais, leurs collaborateurs, la société, voire comme Steve Jobs, des milliers, des millions de gens, quoi. Donc, et pour porter des cheminements de ce niveau-là, il faut une force intérieure qu'il faut pas brider avec des standards. Aujourd'hui, on a une société qu'on a déshumanisée. Je parle pas des questions de spiritualité et autres parce qu'on l'a complètement désacralisé notre quotidien. Donc il y a pas de profondeur de champ. Donc il y a plus d'espérance. On a demandé à nos populations d'avoir un petit espoir autour des taux de croissance. Non, il faut retrouver exactement ce que vous dites, c'est-à-dire ce goût pour l'horizon, quoi, pour aller sur des grands défis. Et des visionnaires, et des personnalités qui sont fortes et qui portent les visions. Quoi. Un visionnaire n'est pas forcément irresponsable. Oui, tout à fait. Au contraire, je dirais que plus on a le sens d'une trajectoire, d'un destin, plus on porte en soi une responsabilité forte. Et il faut pas gommer la personnalité des gens, il faut pas gommer leur authenticité. Aujourd'hui, quelquefois la peur de l'erreur aussi paralyse. L'erreur est pédagogique. Je sais bien, mais les business angels américains, la première chose qu'ils demandent à un jeune, c'est avant de lui prêter de l'argent, de lui passer de l'argent, c'est raconte-moi les 2-3, pas plus, les 2-3 fiascos que tu as eu et est-ce que tu en as tiré des enseignements. C'est ça qui est important. La vie, c'est ça. La vie, c'est un cheminement. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que ces gens qui sont des leaders, qui sont appelés à entraîner d'autres personnes, ont le droit à l'erreur? Oui.
Oui, et surtout pour vous, oui, mais peut-être pas pour la société qui les suit. Ah mais faut arrêter. Oui, Je dis, quand non, mais attendez, moi j'ai eu à travailler à un moment donné. On m'a demandé de participer à la conférence des grandes écoles. Et c'était le sujet, c'était comment est-ce qu'on peut rétablir la culture du risque dans l'enseignement supérieur. Ça veut dire qu'on l'avait, excusez-moi du terme, on avait complètement gommé quoi. Hein. Bon, j'ai dit la première chose, mais apprenez aux gens à travailler à partir de l'erreur, et vous verrez que ils vont se révéler. Et là, je vous donne pas la tête de l'ensemble des professeurs et des directeurs d'école qui étaient dans la salle. Parce que face à l'incertitude, l'erreur est possible. Robert Branche, vous vouliez aussi réagir par rapport à... Oui, parce que je pense qu'un des problèmes sur les managers, c'est la notion de profession manager et qui a fait des torts énormes. On a toute une culture qui a été développée qui te dit le management est une profession et si j'ai réussi à un endroit, je vais réussir à un autre. Je pense exactement l'opposé. Le management est un art de la contingence et suppose de la stabilité du management. Expliquez-nous. Alors, l'art de la contingence, c'est-à-dire que un manager qui a réussi à la tête d'une entreprise, la seule conclusion qu'on doit en tirer, c'est qu'il a réussi à la tête de cette entreprise à ce moment donné précis. Ça ne veut pas dire qu'il échouera ailleurs, ça veut dire qu'on n'en sait rien. C'est ça. Premier point. Le deuxième point, pour rebondir sur les propos de Xavier Guilloux, comment peut-on avoir le culot d'affirmer des erreurs et d'avoir des visions si on n'est pas stable et si on n'a pas une connaissance dans son métier. Et donc je pense que le fait de voir des dirigeants qui changent d'entreprise, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas de conviction, pas de cap et pas le culot d'avoir de donner un cap. Donc je pense qu'au contraire, le management n'est pas une profession. C'est un métier du côté des consultants. C'est plutôt une vocation, presque, une fonction. C'est vraiment ce que j'appelle un art de la contingence. C'est-à-dire que je pense que Steve Jobs est bon à la tête d'Apple et serait probablement catastrophique ailleurs. Alors vous levez tous la main, mais je vais pas vous donner la parole parce qu'on va faire la deuxième pause et on va écouter Amazing Grace, que Xavier Guilloux vous avez choisi. On ne l'a pas trouvé par le Bagad de Lanby Wynne, mais on l'a trouvé par Andrew Gibbs et l'ensemble Bagadou. Alors pourquoi ce choix? Alors il y a la bretonitude déjà. Oui, enfin je vais pas faire dans le celtique, mais non, mais c'est un chant que les marins aiment beaucoup. Et je vais vous dire, je le dédie aux 177 jeunes qui ont quitté la France au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui ont rejoint la France libre et qui sont partis pour une aventure absolument démente et qui ont débarqué à Ouistreham avec le commandant Kiefer et qui ont ouvert le champ d'une nouvelle histoire contre la barbarie. Voilà. Et je le dédie à Léon Gauthier, qui est un vieux monsieur maintenant, mais qui a été l'un de ces jeunes, qui a quitté la France, qui a pris un risque colossal à l'âge de 17 ans, qui s'est engagé à l'âge de 17 ans, 18 ans, qui a traversé la Manche, et qui a débarqué parmi les premiers pour libérer le pays. Voilà. Dans une grande incertitude. Dans une incertitude totale. On écoute et on se retrouve dans quelques minutes. Radio Notre-Dame. Voilà, je peux vous dire qu'il y a une ambiance dans le studio grâce à Amazing Grace, joué par Andrew Gibbs et l'ensemble Bagadou. Un petit mot sur les circonstances de l'enregistrement, vous les connaissez? C'était la nuit de la Saint-Patrick. Voilà. Qui est assez, qui est un moment important pour les Bretons, pour les Celtiques, voilà. Voilà, donc c'était un enregistrement public. Retour dans Esprit d'entreprise avec nos trois invités. Nous entamons notre dernière partie d'émission consacrée donc à l'incertitude. Nous sommes toujours avec Robert Branche, consultant auprès de groupes internationaux et auteur du livre récemment paru aux éditions Erol, Les mers de l'incertitude, aux éditions du Palio. Ça fait 2 fois que je fais l'erreur, excusez-moi Robert Branche. Et puis Xavier Guilloux, conseil lui sur le plan international, lui aussi dans le domaine de la prévention des risques, du pilotage de crise et d'aide à la décision stratégique. Aussi auteur d'un livre Quand la France réagira, lui paru aux éditions Erol, celui-là en 2007. Et puis nous sommes aussi avec Didier Tranchier, fondateur et président d'IT Angels, un réseau de business angels partenaire de notre émission de ce soir. Messieurs, j'ai envie de vous poser un peu la question très simple pour ouvrir cette troisième partie d'émission. Et l'homme dans tout cela, mais peut-être avant de parler du rôle de l'homme et de l'incertitude qu'il y a en lui, peut-être avec vous, Robert Branche, revenir sur cette notion du lâcher-prise. Oui, je pense que un des dangers
un des paradoxes de l'incertitude, c'est que c'est le danger de l'expertise. On a toute une culture où on est à la recherche d'experts, à la recherche de connaissances. Et si on rentre dans une situation par l'expertise, on y recherche ce que l'on connaissait du passé. Et donc on se retrouve dans la caricature de la guerre de 40 où on construit la ligne de Maginot qui était adaptée à la guerre de 14. Je vois des dirigeants qui, enfermés par l'expertise, construisent des stratégies à partir du passé sans faire d'abord le vide pour regarder la situation telle qu'elle est et mobiliser l'expertise dans un deuxième temps pour comprendre. Alors l'anecdote, qui est une histoire évidemment inventée, qui est une histoire adressée à un polytechnicien, je peux m'en permettre en étant moi-même. L'anecdote est la suivante, on donne à ce polytechnicien de l'eau froide, une casserole et un réchaud pour faire chauffer l'eau. Il met l'eau dans la casserole et on lui demande comment on fait. Et il répond, je mets l'eau pour la faire bouillir. Ouais. Je mets l'eau dans la casserole, j'allume sous la casserole et je fais bouillir l'eau. Très bien. Et on lui dit maintenant, je vous donne de l'eau à 50 degrés, que faites-vous? Eh bien, la réponse du politicien, c'est je jette l'eau pour me ramener au cas précédent. Voilà la démarche de l'expertise. C'est-à-dire, voilà. C'est cette capacité à ne pas comprendre qu'on est dans une situation plus positive que précédemment. Mais pourtant, Robert Branche et Xavier Guillou aussi, qui connaissaient bien toutes ces questions-là, on n'a jamais autant multiplié les groupes prospectifs, les instances chargées de réfléchir au possible futur. Enfin, il y a énormément de conseils et d'instances qui réfléchissent à ça. Je pense que ça sert à rien. Non, mais du côté des politiques, précisément, comme les politiques ont une difficulté, ce qui est un euphémisme, à construire un futur, ils se protègent derrière ce genre de commission. Ce que je vois, c'est qu'au niveau des grandes entreprises, elles ont supprimé la plupart de ces choses-là. Au niveau des entreprises, elles ont beaucoup évolué et dépensent beaucoup moins d'argent sur des études fumeuses. Elles ont des approches beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus responsables. Xavier Guillou. Oui, je dirais qu'il y a beaucoup d'agitation dans ce domaine-là et que l'encéphalogramme est plat. Vous êtes sévère, Xavier Guillou. Non, parce que c'est le problème de la qualité du questionnement. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'expertises ou des milliers de scénarios, etc., pour essayer d'apprécier une situation. Est-ce que c'est votre constat quand vous accompagnez des entreprises ou même quelquefois des États, face à des crises, oui, vous constatez cette impréparation? Oui, je suis complètement d'accord avec vous. C'est le totalitarisme des experts ou de l'utilisation de l'expertise pour faire dire finalement ce qui rassure et ne pas aller sur les véritables champs où nous allons avoir un certain nombre d'engagements importants à assumer. C'est une déviance que nous connaissons. Alors, je devrais pas dire ça parce que moi je suis dans une logique d'expertise aujourd'hui. Mais vous êtes un expert de l'incertitude peut-être. Oui, mais justement, je suis pas là pour rassurer forcément les dirigeants dans ce domaine-là. Oui, c'est ça. Non, mais quand je les interpelle sur la méthode, je leur dis, mais vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'avoir 40 scénarios ou d'avoir des milliers de gens pour réfléchir à quelque chose qui est simple. Essayez au contraire de vous simplifier les choses et d'avoir une méthode qui, au contraire, au lieu d'avoir des rapports de 250 pages, vous ramène sur une demi-page une réponse à permanence par rapport aux situations. C'est quoi de quoi s'agit-il? Comment se situent les jeux d'acteurs? Où sont les pièges? Et à partir de ça, quelle est l'initiative ou les deux initiatives majeures que je dois mettre en œuvre, porter, assumer et emmener avec moi le collectif? Bon, je peux vous dire que quand vous essayez de faire ce travail-là avec des dirigeants, ils vous disent, oh là là, attendez, d'abord, on va faire des rapports, on va appliquer le principe de précaution par rapport aux éventuels risques que l'on va avoir. Et puis on part dans des déviances. Je vais vous interroger sur votre notion aussi de la prise en compte de l'inconcevable. Avant, peut-être Didier Tranchy, un mot. Voilà, moi justement un mot, c'est le mot exploration. Deux, si vous voulez, Didier, c'est le droit. Alors, je vais juste expliquer pourquoi le mot exploration. C'est-à-dire que on a oublié justement que aujourd'hui d'explorer le monde. On est dans un monde où on dit, finalement, comme on connaît de plus en plus le passé, on va essayer de prédire le futur. Globalement, nous, dans le monde des startups, on est au contraire dans le fait de dire, le futur, dans la mesure où il est incertain, il a besoin d'être construit. La seule manière de le construire, d'une certaine manière, c'est d'explorer. Comme Christophe Colomb l'a fait, comme nos ancêtres l'ont fait au fur et à mesure. Alors, explorer quoi, en fait? Explorer, justement... Parce que le futur, on peut pas l'explorer, on peut explorer le présent. On explore en explorant le présent, on construit le futur. Et c'est justement cette exploration qui est l'action justement d'explorer, l'action de construire le monde de demain, qui d'une certaine manière manque aujourd'hui à un certain nombre de grands groupes et qu'on retrouve en fait dans l'esprit des jeunes et dans l'esprit des startups. En laissant toujours une place à l'aléa, à l'inconnu, à l'incertain. On n'a jamais été dans une situation où il n'y a jamais eu autant justement de changements
où finalement la vitesse de transformation n'a été aussi importante. Alors le côté paradoxal, c'est que justement on voit ce monde qui évolue d'année en année, de mois en mois, il y a des choses qui changent la vie au quotidien, et d'un autre côté on se dit mais comment on fait pour demain ? Les grands groupes se posent la question, alors que justement, tout ça, ce sont des opportunités pour construire en fait le futur. Alors on a un peu le sentiment finalement qu'il faudrait vivre au jour le jour, presque, ou en tout cas ne pas anticiper ce qui n'est pas anticipable. J'essaye de vous faire avancer dans cette voie qui ne doit pas être une impasse. Robert Branche. Mais je pense que la bonne image, c'est le jeu de Go. Le jeu de Go, peut-être beaucoup d'éditeurs le connaissent pas, c'est un jeu d'origine asiatique, chinoise, et en fait où on pose des pions les uns après les autres. Et dans le jeu de Go, oui, on a une vision de ce que l'on veut construire, mais comme le dit Didier, en fait, on explore en temps réel. Et finalement, c'est les actes les uns après les autres du présent qui vont construire la vision. Et en même temps, je suis bien en monde incertain puisque je ne sais pas ce que va faire l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en stratégie de Go, on ne gagne pas en se préoccupant de la stratégie de l'autre. On gagne en construisant la sienne et en la construisant résiliente, c'est-à-dire résistante aux aléas. Donc la bonne approche, c'est quel est l'acte stratégique que je peux faire aujourd'hui qui me rapproche de ma vision et qui diminue ma vulnérabilité. Exactement. C'est-à-dire qui fait que je vais être moins sensible à des aléas. C'est le business model de la caravane qui part de l'Est américain pour aller à l'Ouest américain en passant que dans des défilés. Un jour, il y a des Indiens. Je sais pas où, mais il y aura des Indiens. Donc quand il y a des défilés, il faut sortir des défilés. Donc il faut des actes stratégiques qui redonnent des degrés de liberté. Et donc il faut penser à partir du Go. Xavier Guilloux, quand vous parlez d'accepter la centralité de l'autre, c'est ni plus ni moins la même chose? Oui, ça veut dire qu'il faut déplacer son intelligence qui est dans le cognitif et une construction rationnelle, je dirais, du présent ou du passé, et aller dans ces espèces d'intelligence un peu intuitive ou émotionnel ou voire créatif. Et pour ça veut dire qu'il faut déplacer son centre de gravité en termes d'exploration dans ce qui fait sens pour l'autre en face. Si vous voulez, par exemple, aller lancer une aventure en Chine ou en Inde ou au Brésil et autres, si vous y arrivez avec votre rationalité de français, vous faites un aller-retour avec Air France. Mais si vous voulez y aller dans une aventure durable, longue et forte et importante, il faut voir ce qui fait sens chez le Brésilien, chez le Chinois, etc. Mais il n'y a pas que chez le Brésilien, chez le Chinois. Vous allez dans mon pays, en Bretagne, à 15 km d'écart, c'est pas les mêmes communautés, c'est pas les mêmes façons de vivre, c'est pas les mêmes aventures humaines. Il faut avoir cette implication personnelle. Hein. Il faut se transporter dans ce qui est fort pour l'autre, si vous voulez quelque part lancer des aventures. Robert Branche. Oui, j'ai un jeu de mots par rapport à ça qui va dans le sens, c'est que je prends appui sur le film que je pense pas mal de gens connaissent, qui est Lost in Translation, dans lequel Bill Murray était enfermé dans cet hôtel et ne voyait pas le Japon, et dire il faut passer à Lost in Connections. C'est-à-dire qu'il faut abaisser les frontières au maximum, ces frontières mentales, pour s'ouvrir à l'autre et essayer d'oublier sa propre expertise, ses propres a priori, pour essayer de penser à partir de l'autre et voir qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Mais c'est donc se mettre en danger quand même. Oui, enfin, mais ça peut faire peur. Est-ce que ça n'est pas être en danger que de refuser l'incertitude? Est-ce qu'on n'est pas en train de construire vraiment un vrai danger dans notre pays, singulièrement et en Europe, à force de voir des tigres partout et de ne pas avoir... On a une chance énorme. C'est dans nos pays, c'est nos pays qui sont multiculturels, multiraciaux. C'est dans ces pays qu'on peut inventer le monde de demain. Au lieu de voir la présence des Chinois, des musulmans comme un problème, voyons-le comme une solution. Ils sont chez nous, ils sont à Paris. Construisons ensemble, non plus l'identité nationale à partir de notre passé, mais à partir d'un futur commun et multiracial. Il faut donc accepter qu'il soit possible. Mais il sera possible si on le construit. C'est le propos de Didier. Et il ne sera possible que si on a le culot d'avancer. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il n'est simplement pas inévitable? Enfin, pas évitable plutôt. C'est aussi ça. Mais je pense que si on ne le construit pas, il va effectivement, les peurs vont se monter et nous allons avoir une guerre civile dans nos pays. Je suis d'accord. Xavier Guilloux. Oui, je suis d'accord. Alors ça, j'abonde dans ce sens-là. J'ai même écrit, j'ai même dit, je me suis même fait ramasser des missiles par rapport à ça. Et vous savez ce que c'est que les missiles? Non, mais c'est inconcevable, c'est inacceptable, c'est insoutenable par rapport à la pensée unique qui règne. Moi, je vais vous dire, j'ai vu un certain nombre de situations, la chute du mur de Berlin, l'Europe centrale, l'Europe orientale, ce qui se passe en Algérie, un certain nombre de pays, etc. J'ai vu des gens travailler sur des scénarios apocalyptiques, enfin, 3e guerre mondiale, 4e guerre mondiale, 5e guerre mondiale, si je continue, nous sommes à la veille de la 6e guerre mondiale. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Pourquoi? Parce que comme nous étions conscients du niveau de risque, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement ce que vous dites, on a exploré
les champs du possible et on a inventé autre chose. Quand vous êtes avec, par exemple, Helmut Kohl et que vous avez ces murs qui tombent, vous avez ce champ de 350 millions de personnes, un glacis de 350 millions de personnes qui attendent quelque chose et qui ne sont pas dans l'espoir du taux de croissance, qui sont dans l'espérance d'une autre vie et qui sont sur du vital. Et vous avez un homme qui est là, qui porte d'un seul coup un projet et qui occupe le terrain en l'espace de 2 mois, alors que tous les scénarios avaient prévu la guerre mondiale. Et c'est autre chose qui s'est passé. Et dans les Balkans, c'est autre chose qui s'est passé. Et quand vous regardez sur l'ensemble du Maghreb, Dieu sait si aujourd'hui il y a des scénarios qui sont très durs sur cette zone-là. C'est autre chose qui est en train de se passer. Vous allez au Maroc, vous allez en Tunisie et autres, ça bouge, ça se construit, etc. Alors pas forcément de façon parfaite, pas forcément comme on l'aimerait, de façon mathématique, avec des mécanismes... Non, ça bouge avec des logiques de vie. En vous écoutant, on a aussi la figure du pape Jean-Paul II qui ressurgit. Mais attendez, alors là, pour moi, c'est... je préfère même pas en parler, parce que pour moi, c'est le seul homme important du XXe siècle. Bon. Et c'est celui qui... On fera une émission dessus, alors. Non, mais au niveau de notre jeunesse, pour ceux qui l'ont côtoyé, notamment dans mes générations ou les générations de mes enfants, c'est celui qui nous donne encore cette force par rapport à toutes les bêtises que je peux entendre, pour pouvoir continuer à cheminer dans un monde où on a l'impression que tout va s'effondrer. Robert Branche. Oui, et dans ces lycées, moi je pense qu'il y a un exemple récent intéressant. Il y a un chanteur qui passe pas à la radio, qui s'appelle Kerry James, qui est un chanteur majeur pour toutes les banlieues, et qui est un chanteur musulman, et qui apprend aux gens des banlieues qu'ils peuvent se construire un futur. Eh bien, Charles Aznavour a eu le culot de faire une chanson avec lui. Et Charles Aznavour et Kerry James, voilà un métissage intelligent, voilà des solutions. On a des solutions devant nous si on sait se rapprocher ensemble et construire ensemble. Mais excusez-moi, on est encore un peu dans le symbole quand même là, même si c'est... On est dans le symbole parce qu'il n'y a pas de projet politique construit, mais si il y a des débuts d'actes, et je pense que notre défi actuel, c'est soit on va construire ensemble et on va pouvoir continuer à célébrer des nouvel an chinois de façon collective. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Demain, on va lancer des pierres sur ces Chinois qui défileront dans le Nouvel An à Paris. Alors, j'ai 2 questions dans les minutes qui nous restent à vous poser, messieurs. Robert Branche, il n'y a pas d'espoir sans incertitude. Un mot sur cette phrase tirée de votre livre. C'est une phrase clé, effectivement, de mon livre. Je finis dessus. Je prends le contre-pied d'une phrase de Sartre qui dit « Je préfère le désespoir à l'incertitude ». Je suis désolé, je pense que si on est dans un monde certain, il n'y a pas de place à l'espoir, pas de place à la liberté. Et la meilleure garantie de notre liberté, c'est l'incertitude. Xavier Guilloux, il faut croire en l'espérance face aux dépressions qui se creusent au large. Alors, le Breton nous a écrit ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Même chose? Moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup plus de profondeur d'âme aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Il faut réhumaniser nos sociétés il faut pas avoir peur. Voilà, je dirais la peur n'enlève pas le risque. Il faut pas se laisser inhiber. Il faut oser, oser, oser. Oser. On va terminer sur cet mot. Excusez-moi Didier, je ne peux pas vous passer la parole. Xavier Guilloux, Didier Tranchier, Robert Branche, merci d'être venu ce soir. Est-ce que vous souhaitez bon vent? Peut-être. Je rappelle vos ouvrages qui ont servi à préparer cette émission et que je recommande: Les mers de l'incertitude aux éditions du Palio par Robert Branche et aux éditions Erol, Quand la France réagira de Xavier Guilloux. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Xavier Guilloux, xavierguilloux.com, Guilloux G-U-I-L-H-O-U, et puis aussi aller sur le site, le blog neuromonde.fr ou neuromonde.com qui est le blog de Robert Branche. Voilà, vous pourrez entendre cette émission demain jeudi et samedi prochain à 10h et à tout moment sur le site de la radio, bien sûr. Merci à Haïti Angel de nous avoir accompagnés. Enfin, écrivez-nous pour toute remarque ou suggestion à l'adresse suivante: esprit d'entreprise radio-notre-dame.com. La semaine prochaine, nous aborderons la question de la finance solidaire avec François De Witt. Bonne semaine à tous.